Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes sur la chaîne Arwar TV. Et aujourd'hui, j'ai mon invité, mon ami Stéphanique. Bienvenue Stéphanique. Merci à vous. Peut-être vous avez déjà regardé les programmes qu'on a fait avec Stéphanique Zbigniew, journaliste polonais. Et aujourd'hui, on va discuter de l'arrivée de Trump, Donald Trump, à la tête des États-Unis, et ses volontés et les volontés de Trump d'avoir un bon contact avec M. Poutine, avec la Russie. Comme vous le savez, aujourd'hui, M. Emmanuel Macron est à Washington. À ce temps, je pense, il est à la Maison Blanche, entretien avec Trump, et on va discuter, je pense, d'éventuelles rencontres entre Trump et Poutine en Arabie Saoudite dans les prochains jours. Et ainsi, avec Stéphanique, on va peut-être élaborer, discuter un petit peu de la situation au Moyen-Orient, en Syrie, et ainsi ce que veut faire Trump avec Gaza. Voilà, tout ça on va discuter un peu, Stéphanique. Et en commençant, je voudrais te dire, comme toi aussi polonais, avec l'arrivée de Trump à la tête des États-Unis, pour les Polonais, qu'est-ce qui va se passer, d'après toi? Alors, c'est déjà en train de se passer. Qu'est-ce que pensent les Polonais? Alors, il y a ce que pensent les Polonais et il y a ce que disent les politiciens polonais. Puisqu'il faut bien voir que la Pologne était l'un des pays, voire le pays le plus pro-américain en Europe. Et quand on observe toute la stratégie de sécurité et de défense polonaise qui a été construite après 1989, donc après la chute du mur de Berlin, c'est une stratégie qui a été exclusivement construite sur l'alliance avec les États-Unis. Donc en fait, en Pologne, on a estimé que finalement, la seule façon d'assurer à la Pologne son indépendance, sa souveraineté, mais également en fait, sa sécurité, était une alliance coûte que coûte avec les États-Unis. C'est pour ça que les Polonais ont participé à la guerre en Afghanistan, à la deuxième guerre en Irak. Ils ont alliés plus proches. On a estimé qu'il fallait accepter beaucoup, voire trop, consciemment, de la part des États-Unis, et que c'était la seule façon de se prémunir d'une éventuelle agression russe. Et c'est une chose qu'on a expliqué à la société polonaise pendant des années. Du coup, aujourd'hui, les Polonais, ils ont un peu de mal à comprendre ce qui se passe, parce qu'ils arrivent dans un monde nouveau, où vous avez un président américain qui dit ouvertement qu'il va dealer avec la Russie. Vous avez un président américain qui dit clairement qu'en fin de compte, l'Europe, il s'en fout, que tout ce qui l'intéresse, lui, c'est le business. Et on a une politique polonaise, en fait, qui est obligée de changer. Alors, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on est en période électorale en Pologne, parce qu'on a les élections présidentielles dans 3 mois. Donc, les politiciens de quel bord qu'ils soient ne peuvent pas se permettre de dire ouvertement aujourd'hui, l'alliance avec les États-Unis, elle nous garantit plus rien, il faut trouver d'autres solutions. Personne ne le dira ouvertement. Donc, ouvertement, ça veut dire que les politiciens polonais ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment concernant les États-Unis. C'est ça, ils ne disent pas ce qu'ils pensent, ils ne disent pas ce qu'ils savent. Et pourquoi ils ont peur? Mais parce que la société polonaise, on lui a expliqué pendant 35 ans que sa seule façon d'être en sécurité, c'était les États-Unis. Ouais. Et aujourd'hui, il s'avère que les États-Unis de Trump... Alors, en fait, il y a deux choses, parce qu'on n'arrive pas à voir les deux choses. La première chose, c'est ce que Trump annonce au niveau international. Mais la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui va rester des États-Unis après leur Trump? Parce qu'aujourd'hui, les décisions que prend Trump, elles peuvent avoir pour objet la dislocation du pays, la chute du pays. On ne sait pas ce qui va arriver. Enfin, aujourd'hui, on voit se passer une révolution qu'on pourrait considérer comme fasciste. Il faut pas avoir peur des mots. C'est une révolution avec une nouvelle forme de fascisme
lié à un capitalisme brutal qui a aux États-Unis. Enfin, nous voyons une administration qui est en train de désintégrer, de démonter le pays, la fédération américaine. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ceci pèse dans la position des politiciens polonais. Aujourd'hui, les politiciens polonais, ce qu'ils vont expliquer à la population, c'est que vous en faites pas. Nous, on satisfait aux critères de Trump, parce que les critères de Trump annoncés, c'est vous devez payer pour votre sécurité. Alors la Pologne, elle paye, puisque je rappelle que donc, ce qui a été annoncé en 2002, c'est 2% du PIB annuel pour sa défense dans le cadre de l'OTAN. La Pologne dépense 5%. Donc là, elle est vraiment dans les clous. Ensuite, elle achète... Je pense que c'est le pays le plus... qui dépense. Alors, c'est le pays aujourd'hui qui, en termes du pourcentage du PIB, oui, dépense le plus dans l'OTAN. Maintenant, il faut aussi bien voir que la Pologne dépense aux États-Unis. Donc, le matériel qui est acheté est exclusivement américain. La Pologne dépend aux États-Unis. Non, dépense. Donc, la Pologne dépense son argent aux États-Unis. Moi, je dis toujours aux Polonais, vous dépensez aux États-Unis, mais vous n'investissez rien. Vous dépensez de l'argent sans investir. Bon, c'est un autre sujet. Vous dépensez quoi aux États-Unis? La Pologne, militaire, c'est oui, ça? Au niveau de l'armement militaire, ouais. Donc 60 milliards de dollars en 3 ans, c'est ce que la Pologne va dépenser aux États-Unis. Donc aujourd'hui, en termes de dépenses militaires, la Pologne est le premier client américain. Aujourd'hui, la Pologne, c'est le pays qui achète le plus d'armement aux États-Unis, donc 60 milliards de dollars. Okay. Ensuite, les Polonais ont signé en 2020, pour l'instant, donc un préaccord de coopération nucléaire avec Westinghouse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc Westinghouse, c'est donc l'équivalent d'EDF français. Okay. Voilà. Donc les rapports économiques en fait sont importants. Et ce que disent les politiciens polonais, ils leur disent n'ayez pas peur. Nous sommes achetés une police aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, comme on les paye, ils ne nous laisseront pas tomber parce que on laisse pas tomber quelqu'un qui paye. Voilà. Okay. Sauf que les politiciens le savent parfaitement, ils le savent. Mais ils ne sont pas prêts à le dire. Que les temps ont changé, qu'aujourd'hui les Américains, ils en ont que faire de la Pologne. D'ailleurs, ça s'est vu, il y a eu la visite du président polonais Andrzej Duda, donc qui a eu lieu aux États-Unis en date du 22 février, qui a été humilié, littéralement humilié par Trump, et ça a été fait de façon consciente. Donc il devait y avoir un entretien de 1h30 entre Trump et Duda. Trump a fait attendre Duda plus d'1 heure dans une antichambre sans même lui proposer un café. Il l'a reçu, l'entretien Trump-Duda a duré exactement 7 minutes. Donc Trump a sciemment humilié, et ça on se pose la question de pourquoi est-ce qu'il a fait ça, il a humilié Andrzej Duda, en lui montrant bien qu'en fin de compte, voilà, c'est pas lui qui va dicter les règles du jeu. Je pense que ça a été fait parce que Duda a soutenu Zelensky, et il faut bien comprendre que aujourd'hui, le conflit entre Trump et Zelensky, du point de vue de Trump, il n'est pas que politique, il est personnel. Trump, c'est quelqu'un de très rancunier, ça il faut bien le comprendre. Okay. Il en veut à Zelensky de ne pas lui avoir donné de preuves suffisantes contre Hunter Biden en 2020. Je rappelle qu'en 2020, Trump avait demandé à Zelensky de lui fournir des preuves d'implication criminelle de Hunter Biden, donc le fils de Joe Biden, qui était impliqué financièrement en Ukraine. Zelensky ne lui a pas fourni ces documents, et Trump lui en veut. Et aujourd'hui, il se venge. Trump, c'est quelqu'un qui a besoin de se venger, et ça se voit à tous les niveaux. Donc il faut bien comprendre que si aujourd'hui Trump insulte Zelensky, c'est bien parce qu'il le hait, il le déteste, il le méprise, et il veut l'humilier. Au niveau personnel. Au niveau personnel, ça il faut bien comprendre. Pour ses profits personnels. Parce que Zelensky a refusé de participer à sa campagne électorale. Okay. Aujourd'hui, Trump veut se venger de Zelensky. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre. Trump, c'est quelqu'un qui a besoin de se venger. Il a besoin de ça. Et il a besoin d'humilier les gens. C'est quelqu'un qui humilie les gens pour son plaisir personnel. Et ça se voit donc, dans les rapports qu'il a avec les politiciens. Donc, il a humilié consciemment le président polonais pour bien lui montrer où était sa place. Donc, en gros, c'est tu payes et tu te tais. Ton avis ne compte pas. Si tu veux que je te protège, excusez-moi du terme, tu la fermes et tu payes, tout simplement, et tu ne poses pas de questions. Okay. Et là, les Polonais ont été choqués de voir comment un président qui s'était affiché... Bon, alors, est-ce que les Polonais ne voient pas ça? Ils commencent à le voir. Alors? Ils commencent à le voir, sauf qu'aujourd'hui, en fait, on pense... Et pourquoi les politiciens se taisent? Mais parce que... aujourd'hui, on a... Parce que toute la communauté polonaise n'est pas, le problème, n'est pas conscient. C'est ça, d'une part, mais d'autre part aussi, on a le problème du fait que
Aujourd'hui, l'Europe n'est pas considérée comme crédible d'un point de vue de la défense et de la sécurité. Okay. Donc en fait, on estime que notre sécurité, sans garantie américaine, elle ne vaut rien finalement. Qu'aujourd'hui, l'Europe, que ce soit la France ou l'Allemagne, la Grande-Bretagne, hein, n'est pas en mesure de nous soutenir suffisamment contre une éventuelle invasion russe. Sauf que les Polonais ne comprennent pas encore, les politiciens, eux, l'ont compris, c'est que les temps ont changé. Et qu'aujourd'hui, en fin de compte, Trump il est prêt à vendre la Pologne, hein, sans aucun problème, aux Russes. Si ça peut lui apporter un soutien de la Chine, de la Russie contre la Chine, par exemple, ou un soutien de la Russie au Moyen-Orient contre l'Iran, ou alors quand il va lancer son épuration ethnique dans la bande de Gaza ou en Cisjordanie. Parce qu'on fait une erreur avec Trump. Et ça, je voudrais porter votre attention là-dessus, si vous le permettez. En fait, Trump, on dit, en fait, il parle beaucoup, il raconte n'importe quoi, on s'en fiche. Mais non, il faut écouter ce qu'il dit. Aujourd'hui, premièrement, on est à l'ère Trump 2.0, donc c'est pas le même Trump que de 2017. Le Trump de 2017, il était entouré par le Parti républicain. Aujourd'hui, le Parti républicain, il a été vidé de sa substance et il n'en reste plus que le logo. Le Parti républicain, aujourd'hui, il est remplacé exclusivement par des membres du MAGA. Donc le MAGA, c'est le parti de Trump, c'est Make America Great Again. Donc c'est un parti fasciste, hein, faut le dire clairement, qui aujourd'hui a repris complètement, a privatisé et repris le Parti républicain. Donc aujourd'hui, Trump, il n'est plus lié par quoi que ce soit. Ça veut dire que Trump domine... Il domine tout le parti. Il domine tout le parti. Il domine la Cour suprême, puisque la Cour suprême a été nommée quasiment à 80% par Trump. Donc les juges qui sont à la Cour suprême sont des juges qui bossent avec Trump. Ouais. Et aujourd'hui, il démantèle l'État fédéral. Je veux dire, aujourd'hui, on en est à un point où vous avez quelqu'un, et c'est ça la pathologie de la chose, quelqu'un qui représente... au point de démantèlement de... Oui, mais plus que ça, je voudrais attirer votre attention là-dessus. C'est qu'aujourd'hui... du système fédéral. Aux États-Unis, on est dans un système où vous avez des millionnaires, des milliardaires qui ont pris le pouvoir. Et on a quelqu'un, Elon Musk, qui est l'un des hommes les plus riches au monde, certains disent le plus riche au monde, qu'importe, qui aujourd'hui est à la tête d'un département qu'on appelle le DOGE. Donc c'est un département qui a été fait pour contrôler l'efficacité et l'effectivité de l'administration américaine. Et c'est quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de mettre à la porte qui il veut. Et aujourd'hui, on le voit déjà, notamment... on ne l'écoute pas. Ben si, regardez le secteur énergétique. Musk a mis à la porte 500 personnes en un jour, des gens qui étaient responsables de la sécurité nucléaire américaine. Mais on sait que Elon Musk a envoyé un mail aux administrateurs, aux fonctionnaires d'État, de lui envoyer 5 tâches qu'ils ont accomplies pendant 24 heures, et après, la CIA et Pentagone a dit non, ne l'écoutez pas. Voilà. Donc ça, déjà, on voit un début de résistance de l'administration américaine contre ce que fait Musk. Alors, c'est un début. Moi, je ne sais pas jusqu'où ça ira. Moi, je voudrais juste apporter... Mais c'est important, la position de Pentagone et CIA contre Musk. Parce qu'on voit un début de résistance. De résistance, je dirais. Ouais. Mais il faut aussi apporter attention sur ce qu'a répondu Trump. Trump a répondu à ça qu'en fait, ce qui reproche à Elon Musk, c'est d'être pas assez dur avec l'administration fédérale, et qu'il attendait de lui, en fait, qu'il soit plus dur, qu'il aille plus loin, plus vite. Ah bon? Voilà. C'est ce que Trump a répondu aujourd'hui. Okay. Donc Trump prend clairement le parti de Musk, et surtout aujourd'hui, on a un pays qui est contrôlé par une oligarchie. Enfin, rendez-vous compte. On a un pays qui est contrôlé par des hommes qui possèdent les plus grandes entreprises du monde, les entreprises du Big Tech. Ensuite, vous avez un président qui fait de l'argent sur sa présidence, puisque Trump a lancé sa propre monnaie, le Trump Coin. Et aujourd'hui, Trump a sa propre monnaie, donc il est président des États-Unis, et c'est un businessman qui fait du fric sur sa présidence. Enfin, je veux dire, imaginez-vous un État, quel qu'il soit, encore il y a 10 ans, ce serait même pas possible en Afrique, que vous ayez un président qui fait de l'argent sur sa présidence, que le pays soit finalement la propriété d'un groupe de milliardaires, qu'il y ait quelqu'un qui arrive comme ça, qui dise à l'administration fédérale, aujourd'hui, vous bossez tous pour moi, et moi, je vous vire. Enfin, je veux dire, c'est une révolution qui s'opère aux États-Unis. Et on va discuter un peu de la volonté de Trump de rencontrer Vladimir Poutine en Arabie Saoudite dans les prochains jours.
Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a plusieurs choses. C'est qu'en fin de... Pourquoi Trump veut surtout se soumettre à la disposition de Poutine? Alors, c'est pas tant qu'il veut se soumettre, en fait, il veut signer un deal. Ouais. Alors, il y a trois éléments. Il faut bien voir ce qui se passe comme un élément... D'après toi, il ne se soumet pas? Bah, il ne croit pas se soumettre, en fait. On verra le résultat. Hein. Mais il faut, si vous voulez, les négociations qui ont lieu... Mais si la Russie gagne en Ukraine, ça veut dire que la Russie a gagné contre les États-Unis aussi. Alors attention, pas forcément. Le deal qui a été passé... Ou bien Trump se voit un petit peu en dehors des États-Unis, de Biden. Non, alors, je le répète, c'est un tout. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on a trois terrains d'opération. Le premier, c'est le terrain de l'Ukraine dont vous avez parlé. Peut-être qu'on reviendra dessus. Ouais. Ensuite, il y a la confrontation sino-américaine. Il y a le Moyen-Orient. Donc, qu'est-ce que veut Trump? Trump, en fait, à court terme, ce qu'il veut, c'est que les Russes ne se mêlent pas de ce qu'il va faire dans la bande de Gaza. Donc, Trump, quand il dit qu'il va épurer la bande de Gaza, donc il va ficher à la porte, tout simplement, 3 millions de Palestiniens, il faut voir qu'il parle de la bande de Gaza, ouais, mais de la Cisjordanie aussi. Et rendez-vous compte de la chose. Enfin, ce que dit Trump, et je le cite, hein, je le cite en français, parce que bon, je ne sais pas si j'en parle anglais, mais ce qu'il a dit, c'est qu'il va raser la bande de Gaza, okay, qu'il va foutre à la porte les Palestiniens qui habitent là, qu'il va les envoyer vivre en Égypte, en Jordanie ou sur la Lune, qu'importe, okay, et qu'à la place, il va construire une Riviera pour milliardaires, okay, où les gens vivront en harmonie et dans le bonheur. Un lieu touristique. Oh, c'est ça, c'est ça. Donc en fait, il va procéder à une épuration ethnique, parce que, rendez-vous compte, ça, il faut bien qu'on comprenne les choses. Hein. Ce genre de choses, ça a été fait en Bosnie, ça a été fait à Sarajevo, ça a été fait au Kosovo, sauf que, en fait, à Srebrenica, c'est 7000 personnes, hein, qu'on a exécutées. Hein. Là, on vous parle de 4 millions de personnes. Hein. Attention, 4 millions de personnes qu'on veut virer comme ça de chez eux, on veut les envoyer n'importe où, hein, qu'importe. À peu près 2,5 millions. Alors, 4 millions avec la Cisjordanie. Hein, ouais, parce que moi, je vous parle... Trump, et on parle à peu près de 2 millions, 2 millions... Dans la bande de Gaza. Moi, je vous parle... Parce que l'idée de Trump, c'est de liquider la Palestine. L'idée, c'est que la Palestine disparaisse en tant que telle. Ouais, peut-être aussi, il a l'idée de déporter tous les Palestiniens qui vivent en Israël. Non, en Arabie Saoudite. Enfin, Netanyahou a annoncé qu'il devait aller vivre en Arabie Saoudite. Alors, voilà. Et ça, non, déporter les Palestiniens qui vivent actuellement en Israël, hein, oui, vers l'Arabie Saoudite, vers l'Égypte, vers la Jordanie. Bon, maintenant, si on a qui meurt entre-temps, ça lui rendra bien ça, parce qu'ils s'en foutent, hein, de savoir qui va mourir et qui va vivre. Hier, j'ai eu une information comme quoi les Israéliens ont brûlé des dizaines de maisons des Palestiniens et ils ont poussé les Palestiniens à quitter le territoire israélien. Mais plus que ça, il y a quand Trump a annoncé son projet de Riviera, 24 heures après, moins que ça, 22 heures après, ouais, 22 heures après, pas 22 jours, okay, 22 heures après, le ministère de la Défense israélien a envoyé une circulaire, un document officiel, hein, officieux, ouais, officiel, okay, aux généraux se trouvant en charge des opérations dans la bande de Gaza, de préparer un plan de départ volontaire pour les Gazaouis qui se trouvaient sur place. Donc en gros, on avait déjà commencé 22 heures après l'annonce de Trump à créer en fait les modalités de départ pour les Gazaouis soi-disant volontaires. Donc ça prouve bien que c'est un projet réel. Et je vous invite vraiment à écouter ce que dit Trump, parce que ce que dit Trump, il est en train de le faire, donc c'est pas du flan. Donc Trump, il a vraiment pour objectif de nettoyer ethniquement, c'est un nettoyage ethnique, la bande de Gaza, la Cisjordanie, c'est un fait, voilà. Okay. Il veut que les Russes ne s'en mêlent pas, parce que les Russes ont traditionnellement des rapports politiques et militaires avec la Palestine. C'est pour ça qu'il veut rencontrer... Entre autres. Il veut aussi que les Russes ne se mêlent pas de l'intervention américaine contre l'Iran. On sait qu'il y a un projet israélien... il veut qu'ils ne se mêlent pas, ou bien il veut que les Russes participent aussi? Non, il suffira qu'ils ne se mêlent pas. Contre l'Iran. On sait parfaitement que les Israéliens préparent une attaque aérienne massive sur les installations nucléaires iraniennes. Okay. L'Iran ne pourra pas réagir sans l'appui de la Russie. Donc ce que veut Trump, c'est que les Russes ne se mêlent pas
une fois que les Israéliens auront, avec l'appui américain, parce que aujourd'hui les Israéliens techniquement ne sont pas en mesure de mener une attaque efficace sur les stations nucléaires iraniennes, c'est pas possible. Ils ont besoin de l'appui américain, de l'appui de la marine, donc des missiles. Donc ce que veut Trump, c'est que les Russes ne se mêlent pas de quand ça va arriver. Okay. Voilà. Et ensuite. Concernant l'Ukraine. Non, l'Ukraine, c'est la cerise. Pour l'instant, on parle du gâteau. Voilà, l'Ukraine, c'est la cerise. Là, pour l'instant, on vous parle du gâteau. Donc, il y a donc la bande de Gaza, la Cisjordanie, il y a l'Iran. Mais l'Ukraine fait aussi une grande partie du gâteau. Hein. Non, ça, c'est la cerise, juste la cerise, en fait. Ensuite, il y a la confrontation sino-américaine. Donc, en fait, ce que veut Trump, ce que d'ailleurs Biden voulait aussi, hein, disons-le clairement, sauf que Biden n'y est pas arrivé. Ce que veut Trump, c'est que la Russie change de camp. En gros, que la Russie soutienne les États-Unis dans la confrontation avec la Chine. Du coup, ça donnerait un avantage certain aux États-Unis. Et surtout, ce que veut Trump, c'est de détruire le projet BRICS. Alors, je rappelle, les États, enfin, le groupe BRICS, ce sont des États considérés comme étant des États du Sud. Donc, à la base, il y avait 5 États, maintenant, ils sont 11. Hein, donc, il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, il y a la Turquie qui se rapproche. La Turquie qui se rapproche, entre autres, voilà, l'Égypte, entre autres. Bon, donc c'est un groupe qui a pour ambition de créer une alternative au système occidental. Donc voilà, en fait, un Bretton Woods contre les Européens et contre les États-Unis. Contre l'Occident, voilà, donc une concurrence à l'Occident. Bon, c'est pas fait, mais c'est un projet. Donc bon, c'est un projet russe hein, à la base, hein, c'est pas un projet chinois, c'est un projet russe. Okay. Donc les Américains veulent que ça n'aboutisse pas, évidemment. Mais surtout, ce qu'ils veulent, c'est que les Russes soutiennent leur politique contre la Chine. Voilà. Ensuite, il y a aussi que les Américains ont besoin de faire baisser le prix des énergies, pour faire simple. Donc, ils ont besoin d'avoir l'énergie pas chère venue de Russie. Et surtout, ils veulent que leur business puisse recommencer à bosser en Russie. Alors, juste un exemple. La Russie est le 2e marché mondial pour les biens de luxe. Donc, aujourd'hui, l'industrie américaine... elle a besoin de la Russie pour pouvoir prospérer, puisque comme c'est le 2e marché des biens de luxe, depuis qu'on a les sanctions... Les biens de luxe, ça veut dire les bijoux, les parfums, les voitures high-tech, les biens de luxe, quoi. C'est pas les biens de consommation, c'est les biens de luxe. Ouais. On sait que les premiers producteurs au monde des biens de luxe... Ça veut dire que c'est le pays le plus qui consomme. Deuxième pays qui consomme le plus au monde. On sait pas producteur. Non, qui consomme, consommateur. Okay. Les 2 pays producteurs du bien de luxe sont... Mais les producteurs sont des Européens. Les Américains, donc les Américains et les Français, aujourd'hui, hein, principalement. Ils veulent garder ce marché. Et donc, non, ils veulent le reprendre, puisqu'ils l'ont perdu. Puisque les sanctions ont fait qu'il y a pas mal d'entreprises occidentales qui ont quitté la Russie, pas toutes, mais beaucoup. Aujourd'hui, mais ça c'est qu'un exemple. Enfin, je veux dire, aujourd'hui... Ah, ok, donc ça veut dire que Trump veut... remplacer les entreprises Trump européennes. Oui, aussi, mais Trump veut que les Américains reviennent, quoi. Il veut que des entreprises qui fabriquent des biens de luxe américains reviennent. Si on voit que McDonald's a réouvert en Russie dans quelques semaines... Sachant qu'on a un communiqué officiel, je le précise, du Kremlin, qui dit que le marché russe sera réouvert aux entreprises américaines de toutes sortes à partir du 1er avril 2025. Du 1er avril 2025. Mais ce ne sont pas les Russes qui ont fermé ce marché. Ce sont les Américains et les Européens qui sont retirés de la Russie. Certes, mais ensuite il y a eu tout un ensemble de textes de loi visant à verrouiller en fait l'accès à ce marché aux investisseurs étrangers, puisqu'ils ne sont pas tous partis. Hein. Okay. Et aujourd'hui, on a un communiqué du Kremlin qui dit qu'à partir du 1er avril, les Américains, ça ne concerne que les Américains, je le précise, pourront revenir sur le marché russe sans aucune contrainte. C'est-à-dire que ça va aller très vite. Hein. Ok. On revient sur la question de l'Ukraine. Prends ton café. Alors. Et qu'est-ce qui va se passer et quel est l'avenir de Zelensky? Alors, quel sera l'avenir? Quel sera l'avenir de Zelensky? Bon, ça, je ne suis pas médium, ça, je ne peux pas vous dire quel sera son avenir. À ton avis? Maintenant, le problème de l'Ukraine, c'est que, en fait, c'est une impasse. Pourquoi? Parce que, donc, sur le terrain, donc l'armée ukrainienne est en difficulté. Alors, pour vous donner une idée, en 2023, les Ukrainiens ont perdu, en tout et pour tout, environ 500 km² de terrain. Ouais. Ok, en 2023. Okay.
En 2024, ils ont perdu, en tout et pour tout, 4500 km². Donc, vous me direz, c'est pas énorme, mais... Donc, cette année, la Russie a doublé, même triplé. L'armée russe, oui. Donc, l'armée russe, en fait, aujourd'hui, elle gagne la guerre d'usure, puisque l'armée ukrainienne, elle est épuisée. Elle a du mal à mobiliser. Okay. Les livraisons d'armes ne sont pas suffisantes, elles arrivent trop tard, pour la plupart. Donc, aujourd'hui, l'Ukraine a besoin d'un cessez-le-feu, c'est sûr, parce que à ce rythme-là, dans 6 à 9 mois, l'armée risque de s'écrouler. Maintenant, j'aimerais aussi vous dresser un bilan de ce qui se passe en Ukraine. C'est vachement important puisqu'on est à 3 ans de la guerre de haute intensité en Ukraine. Okay. Donc il faut bien comprendre que l'Ukraine, depuis le 24 février 2022, a perdu entre 7 à 10 millions de sa population. Le 23 février 2022, la population ukrainienne comptait 38 millions d'habitants. Okay. Aujourd'hui, c'est à peu près 28 millions, 29 millions. Donc sur ces 10 millions que l'Ukraine a perdu, entre 5 à 8 millions d'Ukrainiens sont partis à l'étranger. Environ 1 million d'Ukrainiens se trouvent dans les zones occupées. Donc aujourd'hui, l'Ukraine, elle a perdu 10 millions de sa population. Donc si ces gens ne reviennent pas après la guerre, l'Ukraine aura un grave souci. Elle a perdu 20% de son territoire dans le cadre de l'annexion russe. Ensuite, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'Ukraine est en faillite économique, puisque ce que récolte le fisc ukrainien, donc c'est la moitié du revenu du PIB ukrainien d'aujourd'hui, mais ça suffit à peine, je le précise, à soutenir l'effort de guerre. Donc aujourd'hui, l'Ukraine, elle est soutenue à 100% par l'Occident. Donc les salaires de l'administration et le fonctionnement du pays, il est soutenu par l'Occident. C'est les États-Unis et l'Europe, et sans ce soutien, l'Ukraine est en faillite. Voilà. Ensuite, il y a un autre mouvement très important migratoire aussi en Ukraine qui est interne. C'est-à-dire que depuis le 24 février 2022, il y a 5 à 6 millions d'Ukrainiens qui ont quitté les zones de guerre pour aller s'installer dans des zones plus calmes. Ils se sont déplacés. Okay. Ça joue sur les grandes villes. Alors, ça joue sur deux choses. Premièrement, les grandes villes ont beaucoup de mal à relocaliser ces gens, puisque ces gens se sont rajoutés. Je donne l'exemple de la ville de Lviv, une ville pas très grande qui tout à coup a vu arriver 2 fois sa population. Donc aujourd'hui, bon voilà, c'est compliqué. Et ces gens-là vivent dans une misère extrême, puisqu'il n'y a pas forcément du travail pour eux. Donc c'est compliqué. Ensuite, il y a ces mouvements migratoires internes ont fait que des zones tout entières ont été complètement dépeuplées. Donc aujourd'hui, vous avez des milliers et des milliers de kilomètres carrés, donc, dont le Donbass, certes, au sud, certes, mais aussi donc, au nord, donc à la frontière avec la Biélorussie, qui ont été peuplés, des villages qui ont été abandonnés. Donc aujourd'hui, la structure de la population ukrainienne, sa densité, en fait, elle a été très largement touchée par la guerre. C'est vachement important de le savoir, parce que ça jouera après la guerre. Ensuite, l'Ukraine a un souci de corruption. Ça vient de 2 choses. La guerre a créé de nouveaux mécanismes de corruption. Notamment, donc, les fondations qui ont été créées, qui étaient là, soi-disant, pour récolter des fonds pour l'armée ukrainienne. Je vous donne l'exemple d'une fondation qui avait récolté des fonds, soi-disant, pour acheter des véhicules pour l'armée ukrainienne. Elle a acheté ces véhicules et elle les a revendus au marché noir. Voilà. Donc, il y a des mécanismes de corruption qui se sont créés. Ensuite, les Ukrainiens essayent d'échapper à la mobilisation. Qu'est-ce que ça a comme conséquence ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué en Ukraine pour une entreprise qui travaille légalement de trouver un employé légal. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise, aujourd'hui, selon la loi ukrainienne qui engage un employé, doit immédiatement le déclarer à l'armée, si l'armée veut le mobiliser. Ouais. Donc les Ukrainiens, pour éviter de se faire mobiliser, ils travaillent au noir, pour la plupart, justement pour échapper à la mobilisation. Donc ça fait que les entreprises ont beaucoup de mal, en fait, à engager des gens sur contrat. Évidemment, ça touche au système fiscal. Ensuite, il y a aussi que le fait de pouvoir échapper à la mobilisation fait qu'il y a tout un tas de systèmes de corruption qui sont mis en place. Donc, par exemple, des certificats médicaux, donc des faux qui sont délivrés. Voilà. Donc, il faut aussi voir que l'armée ukrainienne, aujourd'hui, il n'y a pas de rotation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, elle n'a plus de nouvelles cadres. Et quel effet sur l'entretien qui va... J'aimerais juste finir, parce que c'est important, en fait. Ouais. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne, en fait, elle n'a plus de réserve. Il n'y a plus aucune... Donc, il faut bien comprendre que quand aujourd'hui, l'armée ukrainienne veut lancer une opération à petite échelle,
par moyen d'échelle, en fait, elle n'a pas de réserve, elle doit faire venir des gens d'un autre endroit du front. Donc aujourd'hui, l'Ukraine, son armée n'est plus en mesure de tenir le front en cas d'opération majeure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine, comme elle n'a plus de réserve de soldats... C'est pour ça que Zelensky demande aux Européens d'envoyer... peut plus mener d'opération. L'armée ukrainienne est touchée par l'alcoolisme et la drogue. C'est un grave souci d'alcoolisme et de drogue, puisque bon voilà, c'est compliqué. Il faut bien voir qu'il y a un fort taux de désertion. Mais attention, dans le groupe de l'armée ukrainienne, il y a deux groupes qu'il faut bien distinguer. Il y a le groupe qu'on appelle les cyborgs. Et donc les cyborgs, c'est les irréductibles, c'est les gens qui sont là depuis 2014. Hein. Et c'est des gens, donc c'est vraiment, si vous voulez, c'est le tronc, c'est le pilier de l'armée ukrainienne. Et après, il y a les malgré nous, hein, donc les mobilisés qui sont souvent des malgré nous. Ces gens-là ont peu d'entraînement, ils sont pas motivés, et vous avez des taux de désertion de 10 à 15% dans certaines unités. Voilà. Donc c'est un peu le bilan de l'armée ukrainienne que je vous dresse pour comprendre où en est aujourd'hui l'Ukraine. Il faut bien aussi comprendre que depuis 3 ans, tous les jours en Ukraine, il y a des gens qui meurent. Et ça, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que toutes les nuits, sans exception, il y a des bombardements. Et toutes les nuits, en Ukraine, il y a des gens qui meurent. Toutes les nuits. Il y a des familles. Il y a des gens qui meurent, des civils qui meurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il n'y a plus d'endroits, même donc les villes où la guerre n'est pas, sont touchées par cette guerre parce qu'il y a des bombardements. Alors, quand on va en Ukraine, quand on est en fait étranger, on ne le ressent pas, puisque les hôtels en Ukraine, les restos, les cinémas, ont pour la plupart d'entre eux des générateurs autonomes d'électricité. Mais quand vous êtes ukrainien de souche, que vous vivez dans un immeuble ukrainien, vous êtes très souvent sujet à des coupures d'eau, d'électricité, etc., etc. À cela s'ajoute le manque de sécurité. Vous ne savez pas si vous allez vivre demain, puisque une bombe peut vous tomber dessus en pleine nuit. Les enfants ukrainiens, les enfants de Kiev... Ceci cause une grande démoralisation de surtout, ça fait que la population, elle est déprimée, et ça aussi, ça va jouer. Je veux dire, on évalue à 70% le nombre de gens qui auraient besoin de suivi psychologique et psychiatrique en Ukraine. Okay. À ça s'ajoute le stress post-traumatique, ça va jouer sur l'avenir de l'Ukraine. Donc aujourd'hui, l'Ukraine, elle a besoin d'une pause. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que autant l'administration Biden a quitté son poste en ne laissant... Je ne pense pas que c'est pour ça que Trump va rencontrer M. Poutine et avoir une paix en Ukraine. Non. En fait, ce que veut Trump pour l'Ukraine, c'est que la guerre s'arrête parce que Trump, il s'en fiche de l'Ukraine. En fait, ça ne l'intéresse pas du tout. La seule chose que veut Trump en Ukraine, c'est sécuriser les ressources ukrainiennes. Voilà. Il faut bien comprendre... D'avoir les ressources souterraines. Alors, il faut bien comprendre une chose, hein. C'est qu'en Ukraine, donc l'Ukraine fait partie l'un des pays les plus riches, voire le pays le plus riche d'Europe en ressources, en minerais rares. Alors pour exemple, en Ukraine, il y a 20% des réserves mondiales de graphite. Hein, 20%. Donc ensuite, vous avez du titane, vous avez de l'uranium, vous avez du lithium, donc toutes les ressources aujourd'hui indispensables à la révolution de l'IA, l'intelligence artificielle. Maintenant, il faut aussi voir qu'un certain nombre de ces ressources se trouvent de l'autre côté de la ligne, c'est-à-dire qu'on évalue en gros la valeur des ressources qui ont été annexées par la Russie à 400 milliards de dollars, à peu près. Alors, qu'est-ce que dit Trump? Trump, il dit, l'Ukraine, moi, je m'en fous. Ça ne me regarde pas. Moi, tout ce que je veux, c'est récupérer mon pognon. Donc, en gros, Trump évalue de façon mensongère, ça, je tiens aussi à le préciser, c'est vachement important. Trump estime que les États-Unis ont versé à l'Ukraine 350 milliards de dollars d'aide directe. C'est un mensonge. Mais en vérité, Zelensky dit que c'est 120 milliards. Alors, c'est pas Zelensky qui le dit, c'est la Banque mondiale qui le dit. Hein. Zelensky n'a pas inventé ce chiffre. Alors, il faut bien comprendre qu'en termes bruts financiers, c'est l'Europe qui a financé bien plus l'aide ukrainienne que les États-Unis. Les États-Unis ont donné environ 100 milliards de dollars. Okay. L'Europe, c'est 140 milliards de dollars. Ensuite, il faut bien comprendre que les Américains, et ça je tiens à le préciser, ils n'ont jamais rien donné aux Ukrainiens. Rien donné. Parce que chaque dollar que les Américains ont investi en Ukraine a été multiplié par 10. Tout l'armement qui a été envoyé en Ukraine, il a été produit par les usines américaines. Le matériel, tous les fonds qui ont été alloués aux Ukrainiens, ces fonds ont travaillé à l'économie américaine. Donc les Américains, ils se sont enrichis sur la guerre en Ukraine. Donc quand Trump dit aujourd'hui aux Ukrainiens qu'ils lui doivent 350 milliards de dollars et il demande à ce qu'on lui rembourse 500 milliards de dollars, c'est du gangstérisme.
C'est criminel de dire ça. Parce que les Américains se sont enrichis sur cette guerre. L'industrie américaine s'est enrichie sur cette guerre. Et voilà. Donc ça, il faut bien le comprendre. Les Ukrainiens, aujourd'hui, ils ne doivent pas un rond aux Américains. Et ça, je tiens à le préciser. Ils ne doivent rien aux Américains. Rien du tout. Parce que ce que les Américains leur ont donné, ils ont fait de l'argent 10 fois, 15 fois plus dessus. Donc, c'est un mensonge ignoble que Trump aujourd'hui véhicule. Ensuite, aussi une chose sur laquelle il faut qu'on soit bien clair. Trump traite Zelensky de dictateur. Alors, il faut bien comprendre que l'Ukraine est un État en guerre. Ceux qui connaissent l'histoire de la Première Guerre mondiale, vous savez parfaitement qu'on ne fait pas d'élection, quelle qu'elle soit, dans un pays qui est en guerre. Déjà en Ukraine, ce ne serait pas possible, puisque déjà on ne sait pas exactement où est la population, donc on ne pourrait même pas organiser une élection, donc c'est pas possible. Ensuite, il y a un consensus, je le précise, il y a un consensus politique, donc tous les partis politiques en Ukraine, qui sont d'accord, avec Zelensky. Non, qui sont d'accord sur le fait qu'il n'y aura pas d'élection parlementaire présidentielle tant que la guerre durera en Ukraine. Oui, ça veut dire donc, ils sont d'accord que Zelensky reste... Il n'y a aucun en Ukraine, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Ensuite, les 4% de soutien à Zelensky dont parle Trump, c'est un mensonge. Il y a des sondages qui sont faits par des instituts indépendants. Le soutien à Zelensky aujourd'hui est de l'ordre de 55-60% en Ukraine. C'est ça, son soutien populaire. Voilà. C'est vrai. Ouais. En 2022, c'était de l'ordre de 90 quand la guerre a commencé. Okay. Aujourd'hui, c'est 65, mais c'est pas 4%. Donc, ce que dit Trump, c'est moche, c'est horrible, c'est ignoble, c'est mesquin, c'est dégoûtant. Trump dit n'importe quoi. Et ce que fait cet odieux personnage, moi, me pousse à des sentiments de dégoût, parce que ce sont des mensonges. Trump, aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est vendre l'Ukraine. Tout ce que veut Trump, c'est voler, tout simplement expolier les Ukrainiens de ses ressources. Okay. Est-ce qu'il va gagner, Trump? C'est pas sûr. D'après ce qu'il pense? C'est pas sûr. Tout va dépendre de l'Europe, parce que l'Europe aussi, il faut bien voir que Zelensky n'a pas signé les accords que Trump... Tu peux aussi parler, si tu as quelque chose à dire, concernant l'entretien entre Trump et Macron aujourd'hui. Disons, aujourd'hui, l'Europe, elle a quand même des cartes à jouer, puisque la France peut également donner des sécurités. Trump menace les Ukrainiens en leur disant soit vous signez ce que je vous donne, soit on va vous couper le système Starlink. Donc, le système Starlink, pour ceux qui ne savent pas, c'est les satellites américains qui sont contrôlés par Musk. Ouais. Mais l'Europe a ses propres systèmes de satellites. Donc, si Musk coupait les satellites aux Ukrainiens, les Français et les Allemands peuvent très bien, surtout les Français ou les Britanniques, peuvent très bien brancher les Ukrainiens sur leurs satellites. Il n'y a aucun souci. De plus, la France est une puissance nucléaire. Ça, il faut bien le comprendre aussi. Donc, la France peut remplacer les États-Unis, peut donner des garanties. Après, la France, ce qu'elle peut faire concrètement aux Américains, c'est qu'elle peut dire, nous, on soutient avec la Ligue arabe le plan de paix pour Gaza présenté par l'Égypte, et de ce fait, nous reconnaissons l'État de Palestine. Et si la France, une puissance nucléaire, reconnaît l'État de Palestine, là, le génocide américain dans la bande de Gaza n'est pas près d'arriver. Ensuite, la France peut très bien dire, ok, les Américains jouent comme ça, et bien nous, on va se rapprocher de la Chine, on va produire ensemble avec la Chine. On a bien vu ce qui s'est passé, comment est-ce que le système DeepSeek, donc l'intelligence artificielle chinois, a complètement détrôné le système américain. La présentation en elle-même de ce système a fait que les grandes entreprises américaines ont perdu 1 billion de dollars en l'espace d'une journée à la bourse. 1 billion, c'est 10 milliards de dollars, hein, environ. Donc on voit parfaitement qu'il y a des moyens de pression sur les États-Unis, et que Trump, en fait, il la joue solo, il la joue vulgaire. En fait, aujourd'hui, Trump a une réaction, il a un comportement de mafiosi. Il se comporte comme un gangster. Enfin, je veux dire à un pays, mais rendez-vous compte, un pays qui se bat, il n'y a pas une seule famille ukrainienne qui n'ait pas perdu quelqu'un dans cette guerre. Et Trump dit aux Ukrainiens, je m'en fous de vous, et je vais vous voler. Donc en gros, déjà, vous allez me payer pour ce que je vous ai donné. Je m'en fous de vous et rendez-moi mes dollars. Alors que les Ukrainiens ne lui doivent rien, puisque les Américains n'ont rien donné, comme je viens de vous le dire. Et donc c'est du vol. Et aujourd'hui, Zelensky, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Trump, écoute, si le problème c'est moi, je m'en vais. Donc vous avez un gangster sans foi ni loi, un mafiosi, par un mot commençant par S, qui essaie de faire sa loi de gangster, et vous avez Zelensky qui dit, ok,
moi, je ne suis pas attaché à mon siège, si le problème c'est moi, je m'en vais. Voilà. Sauf que ce qu'ont fait aujourd'hui les Américains, c'est idiot d'un point de vue, parce que ils ont braqué les Ukrainiens contre eux. Les Ukrainiens aujourd'hui, ils disent quoi? On n'est pas d'accord d'être colonisés par les Russes et les Américains en même temps, on dit non. Donc si quelqu'un croit que les Ukrainiens vont céder, qu'ils vont se rendre, les Ukrainiens, ils vont se battre jusqu'à la mort. Hein. Okay. Alors, vous me demandiez qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce que Trump veut, ce qu'il veut, donc, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu, qui peut arriver assez rapidement. Ensuite, il va organiser une élection qui serait gagnée par une marionnette mise en place par Poutine et Trump. Quoi, hein. Alors, peut-être effectivement que ça arrivera. Peut-être qu'une telle élection fera que l'Ukraine sera, au moins officiellement politiquement, repartira. Mais l'Europe ne va pas rester silencieuse. Ben voilà. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'en Ukraine, il y a des millions de gens qui ne déposeront jamais les armes. Et ça, il faut bien comprendre. C'est que si Trump croit qu'après tout ce qui s'est passé, après tous ces morts, après tous ces dégâts, j'aimerais quand même préciser que les dégâts provoqués en Ukraine par l'agression russe depuis le 24 février 2022 ont été estimés par la Banque mondiale à 150 milliards de dollars. 150 milliards de dollars. Donc la remise en état de l'Ukraine, son coût a été estimé à 500 milliards de dollars et elle prendra environ 10 ans. Donc vous rendez-vous compte, c'est environ 4 fois le plan Marshall. Hein. Voilà. Donc est-ce que vous croyez vraiment, monsieur et les auditeurs, qu'après tous ces morts, tous ces dégâts, après 3 ans de vie sous terre pour les enfants, parce que les enfants ukrainiens vivent sous terre, ils vivent au rythme des alarmes, est-ce que vous croyez qu'après tous ces sacrifices, les Ukrainiens ils vont se rendre, qu'ils vont baisser les mains et les bras? Non. Non, c'est un peuple slave, il ne se rendra jamais. Ils mourront jusqu'au dernier, ils ne se rendront jamais. Donc si Poutine ou si Trump croit qu'il va pouvoir vendre l'Ukraine comme ça, non. Et les Ukrainiens ne lui céderont pas ses ressources. Ça ne se passera pas comme ça. Okay. Donc aujourd'hui, moi je tiens à dire une chose, il faut vraiment qu'on se rende compte d'une chose. Aujourd'hui, on assiste à la création d'un nouveau fascisme. Trump, c'est un fasciste. Il a des méthodes fascistes. On ne peut pas tourner les yeux et dire qu'il ne se passe rien. Si on a un fasciste qui, avec l'appui de milliardaires, prennent le contrôle des États-Unis, démantèlent ce pays en essayant de recréer un État fédéral fasciste. Alors jusqu'où ça va aller, ça j'en sais rien. Est-ce que ça va mener à des émeutes, voire à une guerre civile aux États-Unis? C'est possible. Hein. Que des États fassent sécession, c'est fort possible. Mais nous ici, ces fascistes, on les a aussi. Parce qu'aujourd'hui, Trump et ses fascistes ingèrent dans notre politique. Ils soutiennent l'AfD, ils soutiennent M. Zemmour. Donc nous aussi, on ne peut pas rester indifférents. On a un nouveau fascisme, on a un nouvel Hitler qui s'est mis en place. Alors nous ne soyons pas indifférents. Pour ceux qui sont croyants, il y a un 11e commandement qui dit ne sois pas indifférent. On ne peut pas être indifférent à ce qui se passe aux États-Unis, on ne peut pas être indifférent au fascisme. Parce que le fascisme, il est là-bas, il arrive chez nous aussi. Ok. Merci Stéphanie. Merci à vous. On est arrivé à la terme de temps qui nous est réservé. Merci à vous aussi qui nous regardent, qui nous écoutent. Je vous dis au revoir.